Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono en ce lundi 5 mai. Au sommaire de cette émission, du rugby avec les phases finales en Fédéral 2 et en Fédéral 3. Ça passe pour le FCY et pour le RC Sablé. Du basket et beaucoup d'émotions lors du match de Playdown de Wonder League entre la Roche Vendée Basket et Landerneau, le dernier à domicile pour le coach Manu Baudy. Du football avec la victoire des Herbiers en National 2 face aux Girondins de Bordeaux. Et puis nous irons du côté de Saint-Hilaire-de-Riez où s'est déroulé tout au long de ce long week-end un championnat du monde de voile radio-commandé. Voilà pour le programme de ce 85 chrono qui commence maintenant. Et on débute donc avec du rugby et le championnat de Fédéral 3. Les 32e de finale retour avaient lieu ce week-end. Le Rugby Club Sablé accueillait Pulboro ce dimanche au stade de la rue de Lierre. Au match aller, c'est Pulboro qui l'avait emporté 31-25. Les Vendéens devaient donc l'emporter avec plus de 6 points d'écart pour se qualifier. Et ça commence parfaitement avec dès la deuxième minute un premier essai Sablé inscrit par Fatah Fehi. 5-0. Pulboro inscrit ses premiers points sur pénalité à la 7e minute. 5-3. À la 11e minute, le Sablé Hébert réussit une pénalité. Ça fait 8-3 pour les Sablés. À la 17e minute, deuxième essai du RCS, de nouveau inscrit par Fatah Fehi. Hébert transforme, ça fait 15-3. À la 23e minute, une nouvelle pénalité pour Pulboro porte le score à 15-6. 28e minute, un nouvel essai pour les Sables d'Olonne. L'Otoa aplati dans l'embut. Hébert transforme, ça fait 22-6 pour le RCS. Et en cette fin de première mi-temps, Pulboro inscrit. En cette fin de première mi-temps, 3 pénalités sont réussies, 2 du côté de Pulboro et 1 pour les Sables d'Olonne. Et donc à la pause, les Sablais mènent sur le score de 25-12. La deuxième période est quasiment à sens unique, largement dominée par les Sables qui, après avoir réussi une nouvelle pénalité, inscrivent un essai supplémentaire à la 50e minute par Romain Saint-Doux. Essai non transformé, ça fait 33-12, puis 38-12 à la suite d'un 5e essai inscrit à la 60e minute par Clément Hébert. Le Rugby Club Sablé conclut la partie avec un 6e essai à la 76e minute. Il est signé Valentin Fortier et transformé par Hébert. Les Vendéens l'emportent donc 45-12 et se qualifient pour les 16e de finale où ils affronteront Saint-Nazaire. On rappelle que pour accéder en Fédéral 2, il faut atteindre au minimum les 8e de finale. On va écouter les réactions d'après-match au micro de Thibaut Grasset. On avait à cœur de se rattraper du match aller. On avait perdu de 6 points. C'est vrai qu'il nous manquait un peu de rythme, mais on avait été pris sur le combat à ce moment-là. Et il y avait une vraie envie de revanche pour montrer que c'était pas nous au match aller et qu'il fallait faire mieux ici. On voulait gagner de plus de 7 points. Il y a un peu plus. Après, ça, c'est anecdotique. Maintenant, on a passé. On va en 16e. On sait la difficulté de ces matchs-là et on va essayer de bien les préparer pour aller chercher encore plus haut. Maintenant, on a une marge de la Fédérale 2. On a eu le cas l'année dernière où on n'était pas loin, mais voilà, on a échoué de peu. Maintenant, à nous de faire ce qu'il faut faire et surtout de se souvenir du passé, pas recommettre les mêmes erreurs et être prêt pour ces matchs importants. Le match dernier, c'était pas le Rugby Club Sablé, donc on voulait montrer notre image, notamment chez nous. Et voilà, on arrive sur des matchs qui sont importants, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et on voulait vraiment montrer qu'on était une équipe qui avait les épaules de jouer les phases finales, pas comme on l'a montré avec Pulboro. Et je pense qu'aujourd'hui, on a mis tous les ingrédients pour. Et il n'y a pas de secret. Au rugby, quand on y met l'envie, l'agressivité et la défense et le cœur surtout, il n'y a pas de secret, ça fait des résultats comme qu'on a eu aujourd'hui. Ça a été un supplice, ça a été dur, long. Et voilà, le score le reflète. Après, la semaine dernière, on a d'une très très belle performance. Après, on avait laissé pas mal de plumes, comme vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus costauds que nous. On avait mis beaucoup d'engagement. On a laissé un petit peu de plumes. Après, là, on a compris dès le début que ça allait être compliqué. On a un ballon à jouer sur la première mi-temps. On en a eu quelques-uns un peu. Après, on n'a pas été dans le coup sur la deuxième. Après, déjà la semaine dernière, si on nous avait dit qu'on allait les battre, c'était déjà une très belle performance. On a cru qu'on les déplaçant, ainsi de suite. Après, ils ont mis l'engagement. Le seul regret, c'est que pour faire des belles phases finales, il faut que tout le monde soit bon. L'équipe à domicile, l'équipe à l'extérieur et l'équipe du milieu. Aujourd'hui, je pense que tout le monde ne l'a pas été. Voilà.
Et toujours en rugby, à l'étage au-dessus, en Fédéral 2, le FCY, 6e de sa poule à l'issue de la saison régulière, a disputé les barrages qui regroupaient les équipes classées entre la 3e et la 6e place de leur groupe. Les Lyonnais se déplaçaient ce dimanche à Ris-Orangis et ils se sont imposés 28-22. Place maintenant au 16e de finale. Le FCY affrontera Saint-Malo en match aller-retour les 11 et 18 mai. Saint-Malo qui avait terminé 2e de la poule 8, celle du FCY. Le match aller aura lieu à La Roche-sur-Yon ce dimanche. On ouvre une page basket maintenant avec la Wonder League pour commencer et la suite des playdowns. Le RVBC, toujours pas assuré de son maintien, était en quête de son premier succès dans ces playdowns. Samedi soir, le RVBC accueillait Landerneau pour le dernier match à domicile du coach lyonnais Manu Baudy. Le début de match est équilibré. Ce sont les Tigresses de La Roche-sur-Yon qui sont devant au tableau d'affichage, mais sans réussir à vraiment creuser l'écart. À l'issue du premier quart-temps, La Roche mène de 5 points, 28-23. C'est plus compliqué dans le deuxième quart-temps où les Lyonnaises font preuve de trop de maladresse. Elles n'inscrivent que 11 points dans cette deuxième période contre 17 inscrits par les Bretonnes. Et c'est donc Landerneau qui passe devant à la mi-temps en menant sur le score de 40-39. En début de troisième quart-temps, le RVBC égalise à 42 partout, mais Landerneau domine toujours. Mais la réaction des Lyonnaises, demandée par leur coach, arrive, avec notamment un 9-0 qui permet aux Vendéennes de reprendre les commandes. La Roche mène de nouveau de 5 longueurs après 30 minutes de jeu, 56-51. L'écart maximal atteint les 8 points en début de quatrième quart-temps, 61-53 pour le RVBC, mais à la suite de plusieurs erreurs défensives, les Lyonnaises permettent aux Landernéennes de reprendre espoir. Seulement un point d'avance pour La Roche à 2 minutes de la fin, 66-65, mais les Bretonnes ne parviennent pas à repasser devant et c'est donc La Roche-sur-Yon qui décroche une très importante victoire sur le score de 69-65 et surtout un succès pour ce dernier match de Manu Baudy à la Halle des Sports des Oudéry. On va écouter les différentes réactions à l'issue du match recueillies par Ève Jonot. C'est un match qu'on peut prendre et qu'on doit prendre. Et il y a trop de détails qui à la fin n'en sont plus. On laisse La Roche revenir, reprendre le contrôle du match en deuxième mi-temps. Et surtout, offensivement, on a manqué de rythme en deuxième mi-temps et on a perdu beaucoup de ballons. On ne perd que 2 en première mi-temps, on perd 12 sur la deuxième. Et c'est dommage. Je pense qu'on a un écartant, on doit donner 3 points ouverts sur des aides qu'on donne de trop. Sur le sortie du temps mort au début du troisième quart-temps, on donne un 3 points aussi directement à Sarah Ousfar qui n'avait pas mis en cours du match parce qu'on ne vient pas aider. En fait, ces petits détails-là, à la fin, ils comptent. Sur la deuxième mi-temps, on a facilement 9 ou 12 points qu'on donne sur des tirs ouverts qu'on ne doit pas donner. Et quand on perd de 4, c'est trop. Demain, on va redevenir combatif et on va partir au travail pour bien se préparer pour mercredi. Pour moi, c'était important de finir par une victoire. Parce que sincèrement, c'était et on savait qu'il allait y avoir de l'émotion à la fin, on savait que c'était le dernier pour moi. Donc de gagner ce soir, c'était hyper important. Puis ce soir, je trouve que l'équipe elle a été consistante quand même du début à la fin. Même si tu as beaucoup d'erreurs défensives, je pense qu'on aurait pu mieux les tenir, tu vois, défensivement. Mais par contre, offensivement, il y a eu quand même des choses vraiment intéressantes, tu vois, sur lesquelles on avait ciblé, qu'elles ont bien respecté. Donc le match, il est vraiment abouti du début à la fin quand même. C'est ce qu'on a dit aux filles, il ne faut pas se relâcher parce que il reste quand même 2 matchs et tu as 15 points d'avance au niveau du goal average. Il ne faut pas les prendre une fessée à Chartres, il ne faut pas les perdre de 20 points. Parce que eux, tu les mets à une victoire de nous sur le dernier match. Puis tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu vois, surtout quand toi tu vas à Villeneuve. Tu sais que ça va être le match le plus compliqué à Villeneuve. Après, on sait qu'il y a le match Landerneau-Chartres sur le dernier, qui va être peut-être très important pour une des deux équipes. Donc s'ils peuvent batailler entre eux pour le maintien, nous ça nous arrange, quoi, tu vois. On a un public énorme qui a été avec nous, on finit sur de la joie, donc forcément ça nous emmène sur une bonne dynamique pour aller à Chartres. On sait que le match est super important, que même si on est presque maintenu, il faut aller faire le travail là-bas et je pense que tout le monde en a conscience et c'est toujours plus facile de repartir avec une victoire pour un match derrière qu'avec une défaite. Et Louise Preneau, qui est l'une des 2 seules joueuses avec Sarah Ousfar, à rester au club la saison prochaine. On regarde le classement de ces playdowns de Wonder League avec Villeneuve d'Ascq en tête, qui est la seule équipe assurée de son maintien. Il reste 2 journées. Ce mercredi, le RVBC jouera à Chartres et terminera le 13 mai sur le terrain de Villeneuve d'Ascq. Et donc, à noter qu'en plus du coach Manu Baudy, 7 joueuses du RVBC quittent le club à l'issue de cette saison. Chez les hommes, en National 1, la suite de la phase 2 et une nouvelle
victoire pour Chaland vendredi dernier à Saint-Vallier, 104-84. Et les Chalandais, deuxième ex-aequo, à seulement une victoire du leader Le Havre, qu'ils affronteront le 9 mai pour la dernière journée. Chaland qui donc peut encore rêver de la première place, synonyme de montée directe en Pro B. Ce mardi soir, le VCB recevra Orchy. À noter en revanche la défaite vendredi dernier des Sables d'Olonne à Orchy, 70-67. Les Sablais, 9e au classement, accueilleront Le Havre ce mardi soir. En National 2 masculine, la 24e journée et la 7e victoire de la saison pour Montaigu-Vendée face à Auch, 81-62. Un match qui s'est déroulé à huis clos. Montaigu-Vendée qui assure son maintien en National 2. Il reste 2 journées et samedi, les Montacutins se déplaceront à Montgaillard. Et puis enfin en National 2 féminine, c'était la 22e et dernière journée du championnat. L'équipe espoir du RVBC termine par une victoire face à La Rochelle, 73-48. Mais ça n'empêche pas les jeunes lyonnaises de terminer à la 12e et dernière place de leur poule. On continue avec du football et le championnat de National 2 à l'occasion de la 28e journée. On avait droit à une belle affiche samedi au stade Massabielle aux Herbiers entre le VHF et les Girondins de Bordeaux. Le 3e face au 4e. Un seul point d'écart au classement avant la rencontre. 3600 spectateurs dans le stade, dont un important groupe de supporters bordelais. Après une première offensive manquée, les Herbretins en rouge et noir ouvrent le score à la 14e minute grâce à ce très beau but de Guérino. À la 20e minute, après un joli geste technique, Sambali Keita oblige le gardien bordelais à se déployer pour éviter le 2-0. Mais ce 2-0 arrive pourtant 2 minutes plus tard sur cette magnifique frappe de Shelton Guillaume, servi par Pierre Lavenant. Ça fait 2-0 donc pour les Herbiers. Les Girondins se montrent quant à eux assez inoffensifs dans cette première période, durant laquelle les Herbretins auraient pu alourdir la marque sans une nouvelle parade du gardien Lassana Diabaté. 2-0 à la pause. À la 50e minute, les Herbiers de nouveau à l'attaque. La tentative de Lavenant est stoppée par le gardien. Grosse occasion bordelaise sur corner à la 53e minute avec Carole, mais le ballon est détourné par Guérino. On retrouve Guérino aux avant-postes. Sa frappe détournée prend la direction du but. Nouvelle parade de Diabaté. À la 80e minute, Bordeaux tente de réduire l'écart, mais la défense du VHF reste solide. Sur corner, on retrouve Carole de la tête. Le ballon est cette fois sauvé sur la ligne par Gonçalves. Le VHF dangereux aussi sur coup de pied arrêté avec le coup franc de Lavenant qui termine sur la barre transversale. Aucune des deux équipes ne réussit à marquer dans cette deuxième mi-temps. C'est donc une victoire des Herbiers 2-0. On écoute les réactions d'après-match recueillies par Thibaut Grasset. Je trouve qu'on a été un peu timoré sur les 10 premières minutes et sûrement le but nous a libérés. Et on a été capable de faire des choses un peu mieux. Il fallait surtout ne pas défendre trop bas par rapport à l'adversaire et sa faculté avec ses attaquants de pouvoir dévier le ballon et de la prise de vitesse sur les côtés. Donc c'était compliqué de le travailler sur le terrain parce qu'avec tous mes blessés, on n'a pas pu le faire. Donc on l'a fait simplement en vidéo. Nous, on avait décidé d'essayer d'aller les chercher. On a eu du mal au début parce qu'on a quand même subi une certaine pression technique de l'adversaire qui était quand même assez forte. Et puis en deuxième mi-temps, effectivement, d'un point de vue physique, on a beaucoup souffert. Mais on travaille malheureusement plus trop en ce moment parce que j'ai 13 joueurs. Et c'est peut-être aussi une indication pour nous la saison prochaine, pour si mon président est un peu généreux pour pouvoir nous aider un peu sur le nombre de joueurs. Donc on savait qu'en commençant fort, on allait les faire souffrir avec notre jeu. Et je pense qu'on a fait la mi-temps parfaite. On a su gérer les temps un peu faibles où ils nous ont fait reculer. Et puis en fait le premier but nous fait du bien parce qu'on avait mal commencé un peu le match. On était un peu gentil. Le but nous a libérés. Après on a su développer notre jeu et on a été efficace. Aujourd'hui le coach nous avait dit qu'il fallait être efficace dans les deux surfaces. Ça allait jouer ici. Et parce que notre jeu allait être supérieur au milieu du terrain et donc je pense qu'on a fait le job, on a été efficace dans les deux surfaces. On ne peut pas être satisfait. Cette équipe, on l'a joué 3 fois cette saison, on l'a battu 2 fois, ils ont été meilleurs que nous ce soir. C'est une équipe aguerrie du National 2, ils ne sont pas là par hasard, c'est la meilleure attaque, c'est une des meilleures défenses de cette poule. On a des joueurs aguerris au National 2 aussi, on a vu, ils ont su faire la différence, en première période surtout. Contre La Roche, l'entame était bonne, après on a souffert. Là, ils ont fait une bonne entame, je vous dis, c'est une équipe solide, très solide de ce championnat, qui mérite peut-être d'aller plus haut. Et on n'a pas été à la hauteur ce soir.
Et alors qu'il reste 2 journées à disputer, le VHF est deuxième ex-aequo au classement avec Saint-Malo. Saint-Brieuc, le leader, est assuré de sa montée en nationale. À noter également la victoire de La Roche VF face à Saumur 1-0. Les Lyonnais sont 6e au classement. Le Poiré-sur-Vie a concédé le match nul sur sa pelouse face à Poitiers, 2 buts partout. Les Genoux toujours 16e. La prochaine journée, ce sera samedi. Les Herbretais se déplaceront à Saumur. Les Lyonnais iront jouer à Avranches, tandis que les Genoux se déplaceront à Dinan-Léon. Un résultat de handball avec le championnat de national de masculine lors de la 21e et avant-dernière journée. Pouzauges s'est imposé à domicile face à Granville 33-28. Le PVHB assuré de terminer 3e, quel que soit le résultat de son dernier match qui aura lieu le 24 mai, de nouveau à domicile contre Maison-Alfort. Et puis en ring hockey, lors de la 18e journée de National 1 Élite, la Vendéenne s'est inclinée à Coutras 4-0. L'équipe de La Roche-sur-Yon occupe la 4e place au classement. Pas d'exploit pour le Poiré-sur-Vie face au leader Saint-Omer. Les Genoux battus 7-1 et qui occupent la 8e place au classement. Il reste 4 journées. La prochaine, ce sera samedi. La Vendéenne accueillera Noisy-le-Grand, tandis que le Poiré se déplacera à Ploufragan. On parle maintenant de voile, mais de voile radiocommandé, puisqu'un championnat du monde avait lieu de jeudi à dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez, sur le plan d'eau des Vallées, une compétition organisée par le club nautique de Saint-Hilaire. Plus d'une centaine de concurrents se sont affrontés. Ce dimanche, ils étaient 62 à concourir dans la catégorie Marblehead. On retrouvait des Français, bien sûr, mais aussi des participants venus d'Australie, de Grande-Bretagne, de Suisse, de Croatie ou encore d'Italie. Pour diriger ces voiliers miniatures qui coûtent tout de même entre 5 et 10 000 euros chacun, les concurrents se déplacent sur la berge et ils gèrent à distance le gouvernail ainsi que le déploiement des voiles. Sur cette journée de dimanche, ils ont dû composer avec le vent et la pluie. Parmi les participants, un membre du club nautique de Saint-Hilaire-de-Riez, c'est Johan Poulain, qui a terminé à la 23e place. C'est la première fois que la base nautique des Vallées à Saint-Hilaire accueillait ce type de compétition. Et à noter que cette discipline de la voile radiocommandée dépend de la Fédération française de voile. Je vous propose d'écouter organisateurs et participants au micro d'Ève Junot. Il y a un bateau qui fait 129 cm, ça c'est le classe Marblehead avec une surface de voile définie. Et l'autre c'est le classe 10, ou ce qu'on appelle aussi le classe Stenreiter, qui lui n'a pas vraiment une longueur définie, c'est un ratio entre la longueur à la flottaison et la surface de voile. Le sens marin, ça aide quand on a pratiqué la voile avant, mais pas forcément, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de voile grandeur qui s'en sortent très bien. Après, il faut évidemment un bateau optimisé, préparé. Il faut s'entraîner, on ne peut pas oublier cet aspect-là. Et puis après, c'est les choix tactiques en navigation qui sont primordiaux. La vitesse intrinsèque des bateaux est un facteur, mais c'est vraiment le placement sur le plan d'eau qui est primordial. Ils font des courses avec des flottes. Il y a 4 flottes actuellement et donc les 6 premiers montent sur la flotte supérieure et les 6 derniers descendent. Et le but c'est d'arriver dans la flotte A, donc la meilleure flotte. Et à la fin du compte, donc, celui qui aura le moins de points sur la compétition sera désigné champion du monde. On a eu des conditions météo qui étaient idéales pour ce type de manifestation sportive. Et je pense que tous les concurrents se sont vraiment amusés. Il y avait du vent et du soleil. Et puis voilà. Première journée, c'était moyen, mais depuis lundi, on a vraiment des conditions super. On se voit 2-3 fois par an sur les champs de course autour du monde. Et puis, quand on se revoit, on se raconte les histoires du passé et on essaie de programmer un peu le futur. Donc là, nous sommes déjà en train de programmer les prochaines régates en Suisse et en Allemagne. Et donc, il y a des circuits internationaux qui sont assez bien fréquentés et on a plaisir de se retrouver. C'est la vie du régatier. Donc, nous, on parcourt... on va sur tous les parcours du monde entier. Nous, on a fait déjà une première régate du champion du monde en classe 10, donc on est un peu fatigué, donc on vient de sortir d'un tour de force, donc on est à moitié du classement, mais on s'amuse, on s'éclate, c'est ça l'important. Avant de se quitter, un mot de karaté. La Fontenaisienne Lola Cochard a décroché ce week-end le titre de championne de France junior en combat. Déjà vice-championne de France senior il y a quelques jours à Chambly. Elle termine son parcours junior avec ce titre national qui lui avait échappé de peu en finale l'année dernière. La compétition avait lieu
à Poitiers. Bravo donc à elle et à son entraîneur du Fontenay Karaté Shotokan, Christophe Brondy. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur TV20.